Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Stéphane. Bonjour à tout le monde, bonjour Loïc. Bon, j'espère que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Si vous avez la gentillesse de nous le dire dans le chat, on est très nombreux aujourd'hui. Vous êtes plus de 700 inscrits, donc on vous remercie de nous suivre toujours avec autant d'intérêt. Tout est parfait, ok, génial. On aime bien aussi que vous nous disiez non seulement que vous nous entendez, nous voyez, et d'où vous êtes, où vous êtes basé, ce que vous faites. On aime bien avoir un petit peu les commentaires. Stéphane essaiera de suivre les commentaires au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à nous dire. Ah, la Lozère est avec nous, merveilleux. Montpellier, Nîmes. Bonjour à certains que je connais personnellement. Je ne vous connais pas tous, effectivement. Bonjour Philippe Mémard. Philippe Mémard, Génial Avignon, etc. Le Tarn aussi est avec nous. Merci. Merci à tous. Donc, on est là pour un webinar qui va durer 1 heure. On va essayer de garder le timing. Je sais qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, malheureusement. N'hésitez pas à nous contacter par ailleurs à l'issue si vous avez des questions, soit via LinkedIn, soit via nos mails. Vous nous trouvez facilement pour, si vous avez besoin d'échanger, de continuer à échanger avec nous. Donc, je co-anime aujourd'hui avec Stéphane Vidal, ce webinar sur comment recruter, le recrutement, l'art de poser les bonnes questions. L'art de poser les bonnes questions, un grand sujet. Je vois qu'au volume d'inscrits, je vois que c'est quelque chose qui interpelle Stéphane, a priori. On est d'accord, ça fait partie en fait du process de recrutement et de l'entretien et l'art de questionner va donner des indices supplémentaires pour le recruteur pour savoir si on recrute telle personne ou tel candidat. Exactement. Allez, pour commencer, on va vous faire une petite introduction et vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Tu es prêt, Stéphane? Let's go. Tu es prêt. Alors, Stéphane, bienvenue pour cet entretien de recrutement. Mais alors, qui êtes-vous, Stéphane? Donc, je m'appelle Stéphane Vidal. Je ne vous ai pas demandé comment vous vous appelez. Je vous ai demandé qui êtes-vous. Vous voulez que je me présente? Je vous ai demandé qui vous étiez. Alors, je vous l'ai dit, je suis Stéphane Vidal. Non, Stéphane et Vidal représentent votre nom et votre prénom. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors, excusez-moi, mais je croyais vraiment que j'étais convoqué à un entretien de recrutement et là, j'ai l'impression qu'on part sur un oral de philo. Bien. Je vais vous dire qui je suis. J'ai 47 ans. Je ne vous ai pas demandé votre âge. Je vous ai demandé qui vous étiez. Bon. Effectivement, vous avez raison. Peu importe mon âge. Donc, je suis diplômé de… Je ne vous ai pas demandé vos diplômes. Je vous ai demandé qui vous étiez. Écoutez, j'ai déjà passé un grand nombre d'entretiens et j'ai jamais eu d'entretien de recrutement qui n'a débuté comme cela. Alors, bien sûr, chaque entretien est différent, mais quand même. Vous voulez dire que vous ne vous êtes pas suffisamment préparé à cet entretien? C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire qu'il est de bon ton que le candidat se présente. Et justement, qui êtes-vous? Eh bien, je suis consultant RH au cabinet. Je ne vous ai pas demandé quelle fonction vous exercez, mais qui vous êtes. Écoutez, je suis marié, je suis père de 2 enfants. Oui, je ne vous ai pas demandé votre état civil, je vous ai demandé qui vous êtes. Alors, Stéphane Vidal, qui êtes-vous? Alors, d'accord, je vais vraiment vous le dire, mais à une condition. Que vous me disiez qui vous êtes, vous. Merci Stéphane, on s'est bien amusé. La fameuse vidéo avec Florian mentionne, effectivement, Olivier connaît cette vidéo. Et avant de voir la vidéo, pour ceux qui connaissent, peut-être certains ont assisté à sa représentation en direct à l'époque. Je vous mettrai le lien juste après. J'ai envie de vous demander, à vous tous, là, tous les participants, vous êtes très nombreux aujourd'hui, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous répondriez-vous à ce fameux qui êtes-vous? Tiens, si vous pouvez nous le dire dans le chat, c'est quoi vos réponses? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je suis moi, nous dit Florence. Ouais. Un super manager, une femme dynamique.
Qu'entendez-vous par qui êtes-vous? Eh oui, Karine a raison, hein, la personne que vous devez recruter. La personne que vous cherchez. La personne que vous cherchez, je parlerai de ma personnalité. On va répondre à tout ça. Merci hein, pour vos réponses. Une consultante indépendante très dynamique et voilà, une formatrice en droit social. Précisez votre question s'il vous plaît. Ouais. Mais toutes vos réponses sont très très bonnes, hein, sont très très judicieuses. Et voilà l'art de poser la bonne question. Parce que finalement, est-ce que qui êtes-vous est une bonne question? On peut sérieusement se poser la question au final. Et ça va être un peu le sujet de notre discussion. Alors effectivement, Olivier, j'ai oublié son nom de famille, un passionné en ce qui concerne ma profession. Nous dit Enoch, je pense que c'est le prénom, Enoch. Donc, si vous cherchez à aller plus loin sur ce petit sketch qu'on vous a joué avec grand plaisir avec Stéphane, vous avez le lien. Vous aurez de toute façon le support hein, du PowerPoint, vous l'aurez après la vidéo, après le webinar. Vous avez le lien sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, vers la vidéo. Ça dure 8-10 minutes à peu près. Hein. C'est un sketch qui a été réalisé par Jean-Luc Cohen-Rimbaud. S'il nous écoute, merci beaucoup pour la mise en scène et le jeu d'acteur, puisque c'est lui que vous voyez à droite sur l'image. Et à gauche, vous voyez Florian Mentionne lui-même qui jouait le rôle du recruteur dans son propre rôle. Et ça, c'est sorti d'un livre, puisque vous savez qu'on écrit des livres, Savoureuse tranche de vie professionnelle. Vous pouvez acheter nos livres avec le lien pareil, dont celui-ci. Et dans celui-ci, vous trouverez la deuxième nouvelle qui est cette fameuse nouvelle du Qui êtes-vous? Je suis une femme française catholique, mère et grand-mère veuve. Dites-moi Colette, un sacré sujet, hein un sacré sujet. Effectivement, les vidéos sont top et très enrichissantes. Merci Olivier, effectivement, n'hésitez pas, on a plusieurs vidéos, il n'y a pas uniquement la vidéo de ce sketch, mais il y a plein de vidéos de conseils sur le management, sur le recrutement, que ce soit côté candidat ou côté recruteur, hein, sur notre chaîne YouTube. Alors Stéphane, qui es-tu? Parce que on a posé la question, mais qui es-tu au final? Donc Stéphane Vidal, consultant au cabinet Florian Mentionne depuis maintenant 4 belles années. Généraliste sur tout type de recrutement avec une casquette, vu mon passé IT, et je travaille aussi beaucoup en grande distribution sur des recrutements de managers ou top management. Donc ça c'est pour moi. Et toi Loïc, qui es-tu? Un vaste débat, un vaste sujet. Alors je vais le faire en version très très courte. Je suis le co-gérant du Florian Mentionne Institut depuis 2007. Je suis rentré au cabinet en 2001 et je suis associé à Augustin Valero aujourd'hui. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Il y a plein de choses à dire. Vous aurez tout ça à lire. J'ai fait 2 tours et demi du monde. Je suis marié, 2 enfants, etc. La présentation du cabinet, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore suffisamment, créé en 1976 par Monsieur Florian Mentionne himself, et repris donc par votre serviteur et son associé Augustin Valero depuis 2007, une équipe d'une vingtaine de consultants, dont Stéphane Vidal, et nous faisons du conseil en ressources humaines avec une grosse activité de recrutement de cadres, mais également de l'outplacement, de la formation, du coaching, de l'audit RH, des conférences, des webinars. Et puis, on accompagne aussi les collaborateurs, les candidats, les bénéficiaires sur les bilans de compétences, notamment le conseil d'emploi, ce genre de choses. Voilà. Je vais vite sur ces sujets-là. Si vous avez des questions pareilles, vous n'hésitez pas à nous interpeller. Les prochaines formations, puisqu'on en parlait juste avant, donc on fait de la formation. La prochaine, ça sera le 17 octobre, donc c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. C'est Augustin, mon associé, qui l'animera sur comment recruter sans discriminer. C'est extrêmement important. Je sais qu'il y a pas mal de recruteurs dans la salle, dans le live, je ne sais même pas comment on dit, chez soi, voilà, dans le webinar. Merci encore d'être aussi nombreux. Chaque recruteur professionnel doit être formé tous les 5 ans. C'est une obligation légale aujourd'hui à la non-discrimination. Bonjour Delphine, il y a encore des gens qui arrivent. Bonjour à tous les arrivants. Donc, se former à la non-discrimination, c'est une obligation pour les recruteurs professionnels et les recruteurs, managers et recruteurs des entreprises de plus de 300 salariés. Donc, si vous êtes dans une de ces 2 cases, j'espère que vous êtes formés. Si ce n'est pas le cas, venez vous inscrire. Oui, bien sûr, Jonathan, il est dans le support. On vous enverra le support. Vous voyez, en bas, il y a le lien pour s'inscrire. Sinon, vous nous envoyez un petit mail, vous me contactez, on vous enverra
enverra le lien directement, Jonathan. Hein, donc ça, c'est le 7 octobre. Il reste encore quelques places, pas beaucoup, mais c'est du distanciel, c'est une demi-journée. Donc ça devrait aller vite. Et à la fin, vous sortez avec votre petite attestation. Les formations suivantes, ça sera les entretiens annuels obligatoires. C'est aussi mon associé Augustin qui l'animera sur tous les entretiens obligatoires dans l'entreprise. C'est la période des entretiens annuels notamment, et donc il y en a un certain nombre. Le 5 décembre, j'animerai comment trouver de bons CV. Avant d'avoir posé des bonnes questions, il faut avoir trouvé de bons CV. Hein, c'est pas toujours simple. Et le 5 mars, parce qu'on fait une pause entre-temps, parce qu'on a un certain nombre de sujets, on fait une pause hivernale, on reviendra avec une formation sur le management du temps. Donc, toutes les formations, quand vous aurez le support, il y a un lien sur notre site et vous avez toutes les formations sur notre site. Il y a Elisabeth Malbec qui pose une question. Désolé, je ne pourrai pas être disponible ce jour, mais si vous la refaites, je suis preneuse. Oui, Elisabeth, nous la referons. Nous la faisons 1 à 2 fois par an, cette formation sur la non-discrimination. Donc, oui, on vous remettra. Pareil, Elisabeth, envoyez-nous un petit mail pour nous dire, on vous met dans la liste, la mailing list pour vous envoyer les liens de formation. Je pense que ça sera peut-être ou mars ou avril de l'année prochaine qu'on la refera sans problème. Les prochains webinars pour l'année 2023, le programme 2024 est en cours. On va continuer notre programme mensuel une fois tous les jeudis, enfin, une fois par mois, un jeudi de 13h à 14h. Le prochain, c'est comment faire du business avec les réseaux Figito. Et sur les 2 prochains, donc celui du 16 novembre et celui du 7 décembre, vous aurez la chance d'avoir 3 participants. Florian Manson himself, votre serviteur et mon associé Augustin Valero. Et travailler ensemble pour que 1 + 1 = 3. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on est 2 dirigeants, mais au fait, on est 3. Donc, on parlera de tout ça. Avec grand plaisir, Elisabeth. Et pareil, vous avez les liens d'inscription. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, même aux 2 webinars, à tous les webinars que vous voulez. Comme ça, vous avez les alertes. J'ai oublié de dire une chose, c'est que vous aurez aussi accès au replay de ce webinar directement, soit sur la plateforme Livestorm, soit sur notre chaîne YouTube, soit par le mail que vous allez recevoir. Donc, plein de chances, plein de possibilités. Vous pouvez transmettre ça à vos amis, à vos contacts, à vos managers, etc. Allez, Stéphane, on va quand même aller sur le sujet, l'art de poser les bonnes questions, parce qu'on s'est bien amusé tout à l'heure sur le qui êtes-vous, on a fait une petite présentation. L'art de poser les bonnes questions, moi, me fait me poser la question de pourquoi questionner en recrutement. Avant de se dire, OK, pourquoi je questionne, avant de poser les bonnes questions, il faut se poser la question de pourquoi on questionne. On questionne dans l'entretien parce qu'il faut guider l'entretien. Quand on est dans un entretien de recrutement, c'est pas libre, hein, c'est pas la liberté ni du recruteur ni du candidat, c'est quelque chose de structuré, d'organisé, et donc il faut guider un peu comme les rênes avec le cheval. Les questions sont là pour guider l'entretien, pour le structurer, pour l'organiser. Donc ça, c'est extrêmement important de bien comprendre pourquoi on pose des questions, parce que si je comprends pourquoi je pose des questions, je sais comment je vais poser les bonnes questions. Hein, sinon, je peux partir dans tous les sens. Et puis, la finalité d'un entretien de recrutement, c'est de prendre une bonne décision. Une bonne décision, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'évaluer les candidats individuellement par rapport au profil que j'aurais défini, parce qu'en amont de l'entretien de recrutement, il y a plein de choses qui se sont passées. On parlera de méthodologie à la fin, mais mon objectif, c'est d'évaluer le candidat par rapport au profil. Est-ce que à la fin de l'entretien, je peux prendre la décision de je continue ou pas avec ce candidat? Et voilà pourquoi les bonnes questions sont indispensables. Les bonnes questions sont indispensables pour prendre de bonnes décisions. Donc, c'est pour poser le cadre de est-ce que je peux prendre la bonne décision, évaluer individuellement le candidat, et 2, évaluer les candidats entre eux. Et oui, parce que ce n'est pas le tout d'évaluer chaque candidat par rapport au profil. Après, il va falloir les comparer entre eux. Et encore une fois, selon les questions que j'ai posées, est-ce que je les ai bien toutes posées? Est-ce que j'ai bien toutes les réponses? Est-ce que ce sont donc des bonnes questions? Ça me permet d'évaluer le candidat individuellement et les candidats entre eux. Si je n'ai pas fait ça, ça va être très difficile. Je ne sais pas s'il y a des réponses, des questions. Non, je continue. Pour l'instant, non. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, pourquoi ne pas laisser libre le candidat à lui de se préparer? Oui, c'est bien, mais comment, Christian, voulez-vous comparer les candidats entre eux et comparer ces candidats par rapport au profil si vous n'avez pas structuré votre entretien? Il ne s'agit pas non plus d'être inquisiteur, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne s'agit pas d'être là avec sa petite feuille et alors bien coché, il a bien… Non, il faut que ce soit une conversation, évidemment. Mais en attendant, si je laisse libre le candidat, c'est lui qui va mener le match.
On a rarement vu des boxeurs gagner des matchs en défense. Hein. Si c'est vous qui êtes en défense, ça va être compliqué. Si le candidat il fait ce qu'il veut, il gambade à droite, à gauche, vous allez avoir du mal à avoir du matériau pour évaluer le candidat. Il faut garder le lead. Alors il faut, oui, Pamela, il faut trouver une façon de guider l'entretien en tout cas. Je ne sais pas s'il faut garder le lead parce que nous on aime bien se dire que l'entretien, c'est ni je suis du bon côté ou du mauvais côté du bureau, ni je suis au-dessus, en dessous. Voilà. Non. On est ensemble dans un entretien de recrutement, mais nous, notre rôle, c'est de pouvoir évaluer les candidats. De pouvoir évaluer les candidats par rapport au profil. Si je le laisse trop gambader, bah, il va faire ce qu'il veut. Et est-ce que moi, j'aurai suffisamment d'informations pour évaluer tous les candidats de la même manière ? Si vous avez vu, puisqu'on parle de cheval tout à l'heure et de gambade, si vous regardez des chevaux courir dans un champ, bah, ils font un peu ce qu'ils veulent. Oui, mais bon, comment je les compare ? Bah, je ne peux pas. Donc, il faut que je les cadre un petit peu. Il faut que je les cadre. Il y a Philippe Doyer qui lève un point important, hein, qui est la préparation à l'entretien, puisqu'il dit, si vous négligez de vous préparer, préparez-vous à être négligé. Très, très bonne formule. Merci, Philippe. Merci, très, très bonne formule. On parlera de la préparation, bien évidemment. Alors, dans les deux types de questions, moi, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de tous les types de questions qu'il existe. Vous trouverez ça sur Internet. Moi, je vais m'attarder sur deux, les questions fermées et les questions ouvertes, qui sont de toute façon, les autres sont souvent des dérivés de ces deux-là, hein, parce qu'il n'y a pas 36 façons de poser les questions. Donc la question fermée, elle est intéressante pour confirmer une information ou avoir une information précise, notamment à la fin en reformulation. Donc c'est très intéressant de faire des questions fermées. Hein. Il ne faut pas le bannir de votre discours. Encore une fois, je rebondis sur laisser libre le candidat. Mais non, la question fermée va me permettre de cadrer certaines choses pour aller chercher des choses précises, une information qui m'intéresse, etc. Attention, le danger de la question fermée, c'est que ça peut, si vous ne faites que ou quasiment que des questions fermées, ce qui est souvent l'apanage des managers ou des jeunes recruteurs pas très à l'aise avec le recrutement, qui sont le nez dans leur questionnaire, ça fait un peu inquisiteur, ça fait un peu enquête, c'est pas très fluide, pas très agréable. On a peu d'informations quand on est sur une question fermée aussi, hein, en termes de danger, c'est que j'ai une réponse oui/non, c'est très pauvre, c'est très très pauvre. Donc faites attention, c'est utile. Il faut en faire, mais pas que. Les deuxièmes, c'est évidemment les questions ouvertes, hein, réponse libre, ça appelle un développement, c'est riche. Le danger de la question ouverte, c'est que le candidat, il peut aller gambader, justement. Philippe, Olivier, je ne sais plus qui vous avait posé cette question. Donc, la question ouverte, c'est bien, mais faut-il encore l'avoir bien travaillé en amont ? Parce que vous allez vous rendre compte que le candidat A et le candidat B ne vont pas répondre de la même manière. Ils ont plusieurs façons de répondre. Ils vont peut-être même faire des circonvulations, ils vont peut-être tourner autour du pot. Et au final, vous n'aurez peut-être pas votre réponse. Donc, la question ouverte, c'est là où il va falloir certainement être un peu plus précis dans sa formulation, dans son testing au départ, pour se dire, est-ce que c'est une bonne question ouverte et est-ce que je vais obtenir l'information que je veux, tout en laissant l'autre venir à moi, dans ce qu'il est, dans tout ce qu'il est. Voilà, donc ça, c'est les deux formes de questions. Il en existe plein, je ne vais pas m'attarder sur la question. Des réflexions, Stéphane Non, j'ai Christian Dubuc qui dit écouter, c'est aussi prendre le temps d'analyser comportement, posture. On le verra un peu plus tard, hein, le côté écoute. Mais là, on est plus dans la question intrinsèque. Exactement. Alors, ce qu'il faut bannir dans les entretiens de recrutement en matière de questions, parce qu'avant de se dire c'est quoi les bonnes questions, on va se dire tiens, qu'est-ce qui n'est pas une bonne question ou qu'est-ce qui est une mauvaise question finalement. La première, je dirais, c'est la fameuse question suggestive, qui plus est quand on la ferme. La question suggestive fermée, ne pensez-vous pas que… Ah bah non, je ne pense pas que… Voilà. Vous avez donc bien le diplôme ceci, hein, n'est-ce pas Stéphane? Et à cette question, vous allez me répondre. Bien évidemment, Loïc. Voilà, information nulle. Pourquoi? Parce que j'ai fait la question, j'ai fait la réponse avant. Et le candidat va me répondre tout de suite oui ou non, et c'est fini. Et c'est fini. Et j'ai pas l'information, j'ai pas la bonne information. Donc ma question suggestive, méfiez-vous de la question suggestive. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est la première information, question suggestive fermée à bannir absolument.
Le deuxième sujet, la deuxième typologie de questions qu'il faut absolument bannir, c'est les questions banales. Voilà, petit banal ou banaux, hein, vous amuserez. Mais la question banale. Alors, la grande question banale que vous connaissez, tiens, faites-moi des questions banales que vous connaissez en matière de recrutement. Ce qui est génial, c'est qu'ils vont nous le dire, hein, les questions banales. Et je suis sûr que vous posez ces questions banales vous-même. Alors, vous n'allez pas me dire que vous ne posez pas cette question-là. On va attendre. Qu'est-ce que vous posez comme question? Le recrutement est un art. Alors, attendez, ça va vite là. C'est un défaut. Ah, voilà, merci Corinne. Parlez-moi de vous. Exactement. Quelles sont vos qualités, les qualités et défauts? Ah, mais c'est génial. Tout le monde sait, Virginie. Tout le monde sait que c'est une mauvaise question. En tout cas, c'est une question banale. C'est une question banale. Alors, en soi, elle n'est pas si mauvaise que ça, cette question. Mais si je m'arrête à vos qualités, vos défauts, vous allez avoir deux typologies de candidats en face de vous. Celui qui est ultra préparé, qui a bien lu votre annonce, pourquoi vous recrutez vous aussi, donc qui a bien lu votre annonce, qui a bien lu que dans l'annonce, il fallait être rigoureux, qui va dire « Ah, moi, je suis… » Souvent, on me reproche d'être un peu trop rigoureux, monsieur Vidal. Hein, oui, bon, d'accord. Et concrètement, je fais quoi de cette information? Rien. Rien. Parce que la rigueur, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire entre vous et nous. Moi, ma rigueur n'est pas celle de Stéphane Vidal, est encore moins celle de tous nos participants. Donc, si on s'arrête à ça, la question, et souvent, j'ai vu des recruteurs, certainement pas ceux qui sont là avec nous, mais des recruteurs qui s'arrêtaient à la simple réponse du candidat. Si vous arrêtez là, c'est foutu. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien, c'est la question banale. Le candidat, il est soit ultra préparé, soit il est un peu naïf. Très difficile comme question, etc. Bon, est-ce que c'est un jeu d'acteur? Qu'est-ce que je vais sortir de ça? Pas grand-chose. Par contre, si je pousse cette question, et là, ça devient intéressant, quelles sont vos qualités et vos défauts? Le candidat me dit qu'il est trop rigoureux. Très bien, monsieur Vidal, vous êtes trop rigoureux. Est-ce que vous pouvez me citer un exemple de votre rigueur, de votre grande rigueur? Ah, là, ça m'intéresse parce que la rigueur est une qualité que je cherche. Si le candidat me cite une qualité que je ne cherche pas trop d'intérêt d'aller pousser. Donc, vous voyez, qualité-défaut, pas terrible. J'ai vu où vous voyez dans 5 ans. Pareil, la question en elle-même, elle est banale. Elle est banale. Encore une fois, on va se retrouver avec des candidats ultra préparés ou un peu naïfs qui vous répondent comme ça à l'emporte-pièce, qui n'ont pas réfléchi 2 secondes. Bon, richesse de l'information, pas terrible. En revanche, encore une fois, c'est qu'est-ce que je fais de cette réponse? Comment je pousse le candidat là-dessus? Comment je travaille là-dessus? Donc, effectivement, ces questions banales, méfiez-vous-en. Si vous les utilisez brutales et vous n'utilisez que la réponse telle qu'elle vous est donnée par le candidat, vous n'en ferez rien. Et donc, pour nous, il faut vraiment faire très, très attention à ces questions. Mais ce qui est génial, c'est que je suis sûr que si je reposais la même question que je vous reposais, qui a utilisé ou qui utilise encore ces questions banales, je suis sûr qu'il y en a certains qui le font aussi. Ils le savent, mais ils le font. Donc, attention à ça, très clairement. Un autre type de questions à bannir, c'est en tout cas, dont il faut se méfier, c'est les fameuses questions pièges. Les questions pièges, on va vous révéler un secret au Flower Motion Institute, les questions pièges n'existent pas. Il n'y a pas de questions pièges, en fait. Les médias se gargarisent, les journalistes aiment bien sur Internet les top 10 des questions pièges, etc., que vous pouvez vous poser. Moi, je vais vous dire, notre façon de faire en entretien, c'est ce qu'on appelle un entretien consensuel. On ne veut pas piéger le candidat. On veut pas. C'est pas un match de boxe. C'est pas. Alors certains vont vous dire, des managers vont vous dire, notamment les managers commerciaux ou des managers dans lesquels il y a des postes avec un peu de stress. Oui, mais il faut stresser le candidat, donc il faut le piéger. Comme ça, on va voir comment il est vraiment. Ouais, pas sûr. Pas sûr que le candidat qu'on stresse en entretien de recrutement, il réagisse de la même manière qu'en situation de stress professionnel. C'est pas les mêmes exercices en fait. Donc vous vous trompez d'exercice. Il peut être bon en stress entretien de recrutement et il peut être mauvais en stress chez un client. Ça n'a pas grand-chose à voir en fait. Ça n'a pas grand-chose à voir. Donc piéger un candidat avec des questions improbables, pour nous, c'est pas l'objet. Encore une fois, est-ce que cette question piège? La loi dit en matière de recrutement que toute évaluation d'un candidat doit avoir comme finalité d'évaluer le candidat avec des questions en lien direct et nécessaire avec le poste occupé. En lien direct et nécessaire avec le poste occupé. Est-ce que votre question piège a une vraie utilité par rapport au poste occupé?
La plupart du temps, non. Donc, a priori, ce n'est pas des bonnes questions. Est-ce qu'il y a des réactions? Je n'ai pas regardé, hein, Stéphane, c'est toi. Oui, il y a Stéphanie Vincent qui dit « Et demandez des exemples d'idées pour faire ceci ou cela. Que proposeriez-vous pour ?» Oui, c'est intéressant, mais encore une fois, les idées, ils vont les avoir. Est-ce qu'ils vont les mettre en pratique, Stéphanie? Je ne sais pas. Donc, c'est difficile d'évaluer quelqu'un. C'est pour ça que l'évaluation de candidat et le recrutement a tout son charme et que nous, on parle de recrutement par indice. Je reviendrai sur un autre livre qui s'appelle « Le recrutement par indice », qui est notre méthodologie complète. Le problème de l'évaluation de candidat est notamment de dire est-ce que vous feriez ceci, est-ce que vous feriez cela? Est-ce qu'il va vraiment le faire? Est-ce qu'il va vraiment le faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va vraiment le faire parce que l'entretien de recrutement n'est pas prédictif. C'est du déclaratif. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous du déclaratif du candidat. Donc, vous voyez, je préfère demander au candidat comment il l'a fait dans des situations. Est-ce qu'il me répond sincèrement ou pas? C'est encore un autre sujet. Mais je préfère évaluer ce qu'il a fait pour voir s'il en a la capacité et à moi de déduire son potentiel plutôt que de lui demander quel est son potentiel. Parce que lui, il l'ignore. Et puis, comme il est dans le jeu de l'entretien, évidemment, son intérêt à lui, c'est de vous montrer son plus bel atout et de vous dire qu'il a le plus beau plumage. Bon, est-ce qu'il va le faire ou pas? Attention. C'est sans oublier les fameuses questions discriminantes, les amis. On parlait de formation à la non-discrimination du 17 octobre. On en fera une en mars ou en avril. Warning, warning, warning. J'espère que tous les recruteurs que vous êtes au moins intéressés à cette loi sur la non-discrimination qui existe depuis 2008. Hein. Ça fait 15 ans que ça existe maintenant, hein, que ça a été vraiment mis en avant. Il existe des formations faites par le Formation Institute ou d'autres. Il existe des associations comme à compétences égales qui expliquent, expriment ce genre de choses. Nous, on est membre de la Fondation Agir contre l'exclusion et on travaille sur ces sujets-là. C'est extrêmement important, hein, c'est extrêmement important. Surtout que les critères sont nombreux. Donc, avant de vous poser la question de est-ce que c'est une bonne question, c'est est-ce que c'est pas une mauvaise question? Est-ce que c'est pas une question discriminante, ce que je vais poser là comme question, hein, notamment le lieu d'habitation. Hein, une vraie mauvaise question discriminante, c'est par exemple, où habitez-vous? Parce que vous comprenez, le poste, il est à tel endroit, vous habitez, sur votre CV, c'est marqué que vous habitez à Marseille. Le poste, il est à Narbonne. On fait quoi? Je n'ai pas le droit de poser la question comme ça, en fait. C'est discriminant. Alors, comment tu la poserais, Loïc? Sur le lieu d'habitation, déjà, je me méfie. On en parlait avec Stéphane tout à l'heure. Je me méfie parce que le candidat, il peut vous mettre quelque chose sur son CV. Le CV n'est pas à jour et quand vous arrivez en entretien de recrutement, finalement, il n'habite plus là où est marqué, ce qui est marqué sur le CV. Donc déjà, si vous partez bien en tête sur le lieu d'habitation, bien sûr qu'il est très souvent posé, Barbara, mais c'est discriminant. Hein. Si vous regardez bien, alors je ne sais plus où c'est marqué, le nom de famille, l'origine, ça rentre dans le lieu de résidence. Voilà, lieu de résidence, la petite maison en dessous du sexe, lieu de résidence. Je n'ai pas le droit de vous demander où vous habitez. Ce n'est pas à moi, de recruteur, de décider si vous voulez faire tous les jours Marseille-Narbonne en voiture. Entre guillemets, c'est votre problème. En revanche, la question que je vais vous poser, c'est comment vous vous êtes organisé pour être tous les jours au poste à 9h à Narbonne et à partir à 18h parce que le job nécessite que vous soyez à Narbonne tous les jours entre 9h et 18h. Voilà. Et est-ce que votre organisation personnelle est compatible avec ça? C'est tout. Savoir si vous habitez à Tizi Ouzou, Narbonne ou je ne sais où, peu importe. Peu importe. Je vois que ça déchaîne les passions. Hein. Oui, Barbara Moreau nous dit, pour moi, ce n'est pas discriminant, le lieu d'habitation. Si. Alors là, Barbara, très, très discriminant, c'est marqué, hein, lieu de résidence. Alors pourquoi ils ont fait ça, Barbara? Je comprends votre question. Souvent, vous dites, mais alors la gestion des enfants, j'en parle même pas, etc. Mais si vous regardez sur la carte là, des discriminations, il y en a une, c'est même les caractéristiques génétiques. C'est génial. Pour une fois que la loi est en avance sur la science. En gros, je ne peux pas prendre un cheveu de Stéphane Vidal à l'issue de l'entretien, le faire analyser et dire, attention, il a le risque d'avoir tel comme truc et tel ceci. Oui, d'accord, Barbara, vous êtes côté candidat, mais
peu importe côté recruteur ou côté candidat, le lieu d'habitation n'est pas on peut pas travailler là-dessus. Parce que c'est pas à moi en tant que recruteur, et nous, ça nous a posé beaucoup de questions, de prendre la décision à la place de quelqu'un, de savoir si sa vie, à lui, est organisée de telle ou telle manière. Moi, ce que je veux, c'est que la personne soit en poste de telle heure, à tel endroit. C'est tout. Le reste, c'est votre problème, c'est votre vie. Et on a tous des vies différentes, en fait. On a tous des vies différentes. Ils ont surtout fait ça parce qu'il y avait des recruteurs qui avaient une fâcheuse tendance à éliminer des candidats qui venaient des cités, parce qu'ils regardaient les adresses. Et donc, dans une ville, on connaît où sont certains quartiers. Et donc, pour éliminer, hop, soit conscient, soit inconscient. Hein. Il y a des gens qui, inconsciemment, faisaient ce genre de choses. Je vois qu'il y a plein de questions, Stéphane. Je ne sais pas si tu en as relevé quelques-unes sur lesquelles on peut répondre. Oui, il y avait l'âge aussi, hein, comme question discriminante. Et par rapport au lieu de résidence, moi, j'ai l'habitude de demander aussi, est-ce que vous résidez à moins de 30 minutes du siège social de l'entreprise? Si le poste le nécessite, si le poste a une vraie zone géographique, enfin des astreintes, des horaires précises, des choses comme ça, oui, il faut peut-être se poser en termes d'organisation, mais encore une fois, on ne choisit pas toujours son lieu d'habitation. Oui, Stéphanie, on est bien d'accord avec ça. On ne choisit pas forcément le lieu d'habitation. Et on ne choisit pas forcément là où va se trouver l'entreprise avec laquelle on veut travailler et avec laquelle c'est cohérent de travailler. Mais faire très attention. Effectivement, Elisabeth, problème de recrutement des jeunes de Grigny en Essonne. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette loi, etc. Mais encore une fois, en tant que recruteur, on doit se poser la question de pourquoi le législateur a pris ce lieu de résidence comme critère discriminant. Ben, finalement, c'est pas si bête en fait, parce que moi, en tant qu'employeur recruteur, peu m'importe votre vie. Et si je prends tous les autres critères, c'est pareil. Peu importe votre sexe, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous soyez vieux ou jeune, que vous ayez 20 ans, 25 ans ou 65 ans, peu importe si vous êtes compétent pour le job. Si vous avez les compétences en termes de savoir-faire, savoir-être et que je vous pose les bonnes questions, peu importe. Donc, vous voyez que c'est pas simple de poser des questions. Hein. C'est pas simple parce que déjà, je vous ai cité 4 éléments à bannir dans vos questions. Et je vois que là, on pourrait passer des heures sur la discrimination. Donc, je vais continuer. Sauf, voilà, le candidat doit-il répondre de quelle manière à ce type de questions discriminantes? Doit-il attirer l'attention du recruteur à ce moment-là? Oui, alors c'est toujours un sujet, hein, Ingrid. Il faut trouver le côté habile du sujet. Si vous sentez que c'est une maladresse, parce qu'il y a des recruteurs, la plupart des recruteurs avec lesquels vous allez être en face, que vous allez avoir en face de vous, dites-vous bien qu'ils n'ont jamais été formés à la non-discrimination. Ils ont même, pire, jamais été formés au recrutement. La plupart du temps, ils n'ont pas été formés au recrutement. Donc, du coup, c'est souvent par maladresse, par inexpertise, par inconscience. Ils sont pas fous. Hein. Ils n'ont pas conscience du dégât qu'ils peuvent faire. Donc, si vous êtes face à ce type de recruteur, ne soyez pas jusque-boutiste. Sauf s'il franchit une limite, hein, la ligne rouge. Pas de femmes chez nous, pas d'hommes, pas de vieux, pas de ceci, pas de cela. Ok, pas d'arabe, pas de. Non, là. Warning, merci monsieur, au revoir monsieur, je crois qu'on n'est pas fait. On reste poli. Merci monsieur, au revoir monsieur, on se lève, on s'en va. De toute façon, c'est pas la bonne entreprise qui vous conviendra. Donc ça s'arrête là, ça se termine, et puis c'est pas grave. Passez votre chemin, on va aller voir ailleurs, et puis c'est tout. Si on est sur des questions voilà, comme le lieu de résidence, comme l'a dit Stéphane, parce que l'entreprise a eu une mauvaise expérience avec Janine qui habitait à 50 km et ils ne veulent pas reproduire, à vous de défendre votre candidature. Et puis c'est tout. Donc voilà, en Ile-de-France, on ne peut pas discriminer par le temps de trajet. C'est le salarié qui doit s'organiser pour arriver à l'heure au travail, qu'il habite à 5 ou 50 km. Exactement. À Paris, c'est tout à fait le sujet. Hein. Et effectivement, c'est souvent le manque de formation en recrutement. Concernant le handicap, comment aborder le sujet lors de l'entretien? Alors, ça va dépendre du handicap, Pierre. Ça va dépendre du handicap. Handicap visible ou pas visible, déjà. Invisible lors de l'entretien de recrutement, s'il n'est pas gênant, handicapant pour l'entretien de recrutement, à mon sens, il n'y a pas besoin d'en parler. Parlez-en
à la fin, lors de la proposition, expliquer que vous avez un handicap, que ce handicap, s'il ne demande pas d'adaptation au poste de travail, hein, c'est ça aussi, parce qu'on peut avoir des handicaps visibles et invisibles, certains qui demandent des adaptations et d'autres pas, sur les postes, sur les entreprises. Si ça demande une adaptation, il faut en parler plus ou moins rapidement. Si ça ne demande pas d'adaptation, mais que c'est juste je suis travailleur handicapé, l'intérêt pour vous, il n'est pas important. Pour l'entreprise, il peut être important pour ces notions de quota. Donc ça, à la limite, c'est juste à la fin si vous voulez vous dévoiler ou pas. Si vous avez un handicap physique, bah, évidemment, il va finir par se voir, hein, normalement. Et s'il y a besoin d'adaptation au poste, oui, il va falloir en parler. Mais à la fin de l'entretien. Si vous sentez que c'est plutôt positif ou pareil, lorsque vous avancez dans les processus, peut-être pas aux premiers entretiens, sauf s'il y a une vraie adaptation nécessaire, indispensable, et que l'entreprise affiche très clairement sa bienveillance démontrée sur la notion de handicap. Ce qui n'est encore pas le cas de 100% des entreprises en France. Hein. Loin s'en faut. Hein. Loin s'en faut. Voilà, Stéphane, des réactions, je continue. Non, on peut continuer sur ce sujet-là. Allez, puisqu'on a vu ce qu'il fallait bannir, on va voir ce qu'il faut faire. Et pour poser les bonnes questions, il faut rester à l'esprit que l'entretien de recrutement, comme je le dis depuis le début, c'est un entretien dit professionnel. On n'est pas dans un interrogatoire, un interrogatoire de police, dans une enquête. Certains se prennent pour Sherlock Holmes à poser des tas de questions diverses et variées, plus ou moins bonnes, plus ou moins légales, etc. Et on n'est pas non plus dans une discussion de salon. Donc, les bonnes questions sont des questions professionnelles. Hein, oui, mais vous allez me dire, Stéphane va me dire, oui, mais si je veux parler de sport, comment je fais? Comment je fais pour parler de sport? Est-ce que je peux parler de sport? Ça dépend de la finalité du job. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que, Loïc, quel sport pratiques-tu? Ou pratiquez-vous? J'ai fait une petite manip, une fausse manip. Alors, c'est pas tant le sport que pratiquez-vous, encore que pourquoi pas, mais quelle est la finalité quand je pose cette question-là? Déjà, souvent, c'est dans tous les centres d'intérêt, hein, sur le CV, si le candidat a été malin, il a mis des centres d'intérêt un peu sympas, un peu valorisants. Comment je pose cette question-là et à quoi elle me sert? Est-ce que c'est une bonne question ou pas? Ça peut être une bonne question si tant est que vous arrivez à faire la liaison entre les valeurs sportives et les savoir-être nécessaires pour le poste. Effectivement, Mohamed parle de voir l'esprit d'équipe ou le challenge. Quelqu'un qui a été compétiteur, qui a fait de la compétition, parce qu'on peut faire du sport de plein de manières différentes. Hein, on peut regarder le sport à la télé, et puis on peut courir le marathon, et on peut terminer le marathon de New York. Qui a terminé le marathon de New York dans cette salle? Tiens, je serais curieux de savoir sur tous nos amis qui a terminé. Moi, je lève le bras. J'ai terminé le marathon de New York. Et sur mon CV, je marque marathon de New York terminé, ce qui est absolument vrai. Hein. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Et ça défend des valeurs. Ça défend des valeurs de goût de la compétition. Le marathon canapé pour Pamela, ouais, aussi. Merci pour cette petite joke. Ça défend des valeurs. Mais attention, Loïc a terminé son marathon de New York quand? Le 7 novembre 2004. C'est-à-dire dans un an, dans 20 ans. Je le mets toujours sur mon CV. J'ai vraiment terminé le marathon de New York. Est-ce que je suis toujours aussi ceci ou cela? Je ne sais pas. Donc, il faut quand même valider. Donc, vous voyez que attention à ces notions-là, s'assurer que l'endurance, la pugnacité est quelque chose que vous recherchez absolument dans le recrutement. Hier soir, je nage. Vous allez tout savoir de moi. Non seulement j'ai terminé le marathon de New York, mais je nage le samedi matin et le mercredi soir. Et le mercredi soir, j'ai un groupe qui est assez intensif et j'ai un manager, un directeur général d'une belle PME, filiale d'un groupe aujourd'hui, qui doit avoir 400-500 salariés, qui nage avec moi et qui me dit « Ah, mais moi, en recrutement », et forcément, il me parle toujours de recrutement, et il me dit « Moi, en recrutement, je demande toujours s'ils ont fait de la compétition. » Parce que tu comprends, ceux qui ont fait de la compétition, ils ont la niaque. Ouais, peut-être. Mais quand est-ce qu'ils ont fait la compétition? Dans quel sport? Dans quel univers? Il faut que je le recoupe. Hein. Donc, vous voyez, la question du sport, la question des hobbies, etc., à manager avec une finalité professionnelle. Encore une fois, je ne pose pas la question systématiquement pour tous les postes. Si ça n'a aucun intérêt pour certains postes, je ne pose même pas la question. Donc, il faut que j'adapte ça selon les postes.
Donc, Raquel pose une question, mais est-ce qu'au final, ce genre de question n'est-elle pas aussi discriminatoire? Car l'être humain est incité, incliné à préférer des personnes avec qui il se ressemble. ah oui, on peut. Bonjour Raquel, on se connaît avec Raquel. Bonjour Raquel. Oui, on peut penser que ce soit discriminant. Encore une fois, effectivement, qui se ressemble, ça semble, mais encore une fois, c'est la finalité. Dans la loi sur la non-discrimination, il n'y a pas de choses qui vous interdisent de parler de sport. Si tant est que la loi sur le recrutement vous dise que l'évaluation, la question que vous posez en lien avec l'évaluation du profil est un lien direct et nécessaire avec le poste. Dans le poste, j'ai besoin de quelqu'un qui soit dans le challenge, dans le goût de la compétition. Je cherche un commercial qui va chasser les clients, etc. J'ai besoin de voir si la personne a cette personnalité, etc. Donc, ça peut avoir un sens. Mais effectivement, et là, Raquel, je vous rejoins, il faut se méfier parce que la plupart du temps, les recruteurs n'ayant pas ou les managers n'ayant pas parlé, n'ayant pas préparé leur entretien et donc leurs questions, se sont pas posé cette question de cette manière-là. Donc, résultat, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent la question dès le CV. Dès le CV, entre deux candidats, ils vont déjà discriminer le candidat sur leur hobby, leur passion. Et pour peu qu'ils courent comme eux, qu'ils fassent du foot comme eux, qu'ils fassent ceci comme eux, ils vont privilégier de recevoir Dupont plutôt que Durand. Bon, alors déjà, ça commence là. Et en entretien de recrutement, quand on part là-dessus, bah effectivement, si on part sur la notion des sports, des hobbies, du golf ou je ne sais quoi, on va, dans 90% du cas, pas faire une bonne évaluation, donc pas poser de bonnes questions, pas poser de questions. Et on va parler de golf, et on va parler de sport, on va parler de tout un tas de trucs. Oui, on va avoir quelqu'un avec qui on a de la sympathie, mais est-ce qu'on a évalué le candidat? Non. Sur ses compétences professionnelles? Non. Que ce soit en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être. Les compétences, ça regroupe les formations, les diplômes, l'expérience et la personnalité. Les compétences, c'est tout ça. Est-ce qu'on a fait une évaluation de ça? Non. En partie sur des petits bouts. Et à la fin, est-ce qu'on est capable de comparer les candidats entre eux? Ben non. Ben non, parce qu'avec lui, on a parlé de golf, puis avec le suivant, on a parlé d'actualité, puis le dernier, on a fait celui-là, on a parlé de professionnel. Difficile, hein? Difficile. Je vois qu'il y a une question où quelqu'un… Oui, de Karine Roland. En tant que candidat, est-il malvenu alors de faire préciser le but derrière la question? Pourquoi vous me posez cette question, monsieur le recruteur? Ouais, alors ça va être… Encore une fois, Karine, à manier avec prudence. Oui, je comprends et vous avez raison sur le fond. Il faut trouver la bonne formulation. Mais encore une fois, ça va dépendre du type de recruteur que vous avez en face de vous. Si vous avez un recruteur que vous sentez professionnel, à l'aise, aguerri au recrutement, structuré, normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de poser cette question. Ou en tout cas, la bonne formule, c'est est-ce que vous pouvez me préciser, m'expliquer un petit peu plus cette question pour que je vous donne une bonne réponse. Donc ça, on peut y aller. Mais attention, parce que quand on a affaire à des non-recruteurs professionnels, des gens qui ne sont pas formés, des managers souvent, ou des jeunes recruteurs qui ne maîtrisent pas bien le recrutement, ils vont être déstabilisés. Et un candidat qui déstabilise un recruteur, surtout si c'est un recruteur qui n'est pas très à l'aise avec le recrutement, ça va être difficile à gérer. Mais peut-être que, encore une fois, Karine, c'est peut-être pas la bonne entreprise, tout simplement. C'est peut-être pas la bonne entreprise, c'est peut-être pas le bon poste. J'ai une question de Philippe Doyer qui dit par définition, le recrutement est une discrimination. C'est même la définition du recrutement. C'est une sélection, un choix, mais un choix qui doit se faire sur des éléments liés au savoir, savoir-faire et savoir-être. Est-ce que tu es d'accord avec le fait de dire le recrutement, c'est une discrimination? Oui, si on le prend au sens littéral, probablement. Je ne connais pas la définition du mot discrimination. Effectivement, là où je rejoins Philippe, c'est que le recrutement, il s'agit de faire un choix à un moment donné. Maintenant, en général, la discrimination, effectivement, je rejoins Elisabeth, séparation d'un groupe d'humains des autres en les traitant plus mal. Voilà, je préfère effectivement la notion de discrimination, elle est vraiment sur ce sujet-là de distinguo d'un groupe d'humains par rapport à un autre. Okay. Donc oui, il faut discriminer, si on le prend au sens mathématique, je discrimine des chiffres, des ensembles, etc.
On est d'accord qu'à un moment donné, le recrutement, il va falloir choisir. Mais avant de se laisser embarquer sur des critères totalement subjectifs, la couleur, les cheveux, le tatouage, les sports, le passage dans tel autre type d'entreprise, avoir fait tel ou tel métier, telle école, voilà, telle école, habiter dans tel endroit ou tel autre, être un homme, être une femme, être un vieux, un jeune, et ceci et cela. Bon, déjà, on va déjà essayer de rendre ça un peu objectif. Et finalement, vous allez voir, c'est génial quand vous vous penchez sur ces questions, des bonnes questions, et notamment discrimination, mais également des questions suggestives, des questions pièges, comme je vous l'ai dit, ce genre de choses. Vous allez voir que vous allez rentrer dans ce qu'on appelle un processus vertueux d'entretien professionnel, agréable, tout à fait pertinent par rapport à la finalité. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Au début, dans les années 2000, quand j'ai commencé, sur les annonces, dans les années 2000, on mettait encore l'âge sur les annonces, 35-40 ans, hein, le fameux 30-40, que tout le monde s'arrache. Je vous donne un petit aparté rapide, parce qu'il est déjà 45, il faut qu'on finisse. Je vous rappelle que le 30-40 aujourd'hui, si vous pensez qu'il y a de la pénurie, nous on pense qu'il n'y a pas de pénurie, c'est de l'adaptation qu'il faut avoir. Mais tout le monde veut des 30-40. Le problème, c'est qu'il en manque, hein, c'est structurel. Regardez la pyramide des âges. Donc, ne cherchez plus des 30-40, arrêtez de nous demander des 30-40. Il n'y en a pas, sauf à aller les chasser chez vos confrères et donc là, être capable d'y mettre beaucoup de moyens. Bon, voilà. Ça, c'est dit. Quand j'ai commencé à recruter dans les années 2000, on mettait encore l'âge 35, 45 ans, etc. sur les annonces. Et puis, la loi est arrivée en 2008, c'est drastiquement durci parce que ces lois existaient, hein, depuis 78, ça existait sur la discrimination. Et en 2008, ça s'est vraiment durci, il y a eu la HALD, etc. Donc, ça c'est devenu un sujet national, etc. Donc, nous, on s'est posé la question comment on allait faire, parce que vous comprenez, on regardait, c'était un critère, l'âge des candidats, c'était un critère. Et puis, au final, quand on s'est posé la question, on s'est dit, mais l'âge, c'est pas l'âge qui nous intéresse, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Et un candidat qui a 65 ans peut avoir peu d'expérience dans le job que je cherche à pourvoir, et alors qu'un de 25 ans peut en avoir beaucoup. Donc finalement, c'est l'expérience, c'est le nombre d'années d'expérience qui n'est pas défini par l'âge. Voilà. Et donc ça nous a obligés, et ça nous oblige tous. Et quand vous vous intéressez à ces notions de discrimination, et donc de vous poser les bonnes questions, hein, de vous poser les bonnes questions avant de poser les bonnes questions au candidat. Ah, je vois que j'ai perdu de la lumière. Je ne sais pas pourquoi je suis tout noir. Ah, ça y est, ça revient. De poser les bonnes questions. Voilà, peut-être que vous vouliez me discriminer sur ma couleur de peau. Je ne vous félicite pas, chers amis. Donc voilà. Et donc, quand on en est là, on se pose effectivement la question de poser de bonnes questions. Et des bonnes questions, c'est des questions professionnelles. Je continue peut-être. J'ai juste une question de Audrey qui dit, du coup, faut-il mettre l'âge sur le CV? Pourquoi faire? Sur le CV, Audrey, la question qu'il faut se poser, alors on bifurque un peu sur le sujet, mais sur le CV, la question qu'il faut se poser, c'est toute information que je mets, est-ce qu'elle m'aide ou est-ce qu'elle me dessert pour obtenir un rendez-vous? Est-ce que quand je vous mettez votre âge, en fonction de vous, de l'âge que vous avez, ça va vous aider à obtenir ce rendez-vous ou pas? Si vous êtes un junior, je vous dirais plutôt, ça va vous desservir. Si vous êtes un senior, ça va peut-être vous desservir. Si vous êtes une jeune femme et que vous n'avez pas encore d'enfant, ça va peut-être vous desservir. Donc, est-ce qu'on le met? Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, on élimine l'information. En tout cas, on l'élimine ou on la modifie. L'âge n'est pas un sujet, en fait. Donc, mettre l'âge sur un CV, pour moi, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait. Si ce n'est de donner la possibilité aux recruteurs de ne pas vous sélectionner. Dixit. Voilà pourquoi sur beaucoup de CV maintenant, beaucoup de candidats ne mettent plus les adresses. Comme ça, je ne peux pas discriminer sur le lieu. Il n'y a pas l'adresse. Et nous, en tant que recruteurs, finalement, on s'en fout un peu. Hein. Très honnêtement, moi, ce que je vais chercher sur la lecture d'un CV, avant tout, c'est est-ce qu'il a les compétences, la formation, les compétences que je cherche. Après, on fera le reste lors de l'entretien. À faire lors de l'entretien, ah bah oui, Karine, évidemment. Oui, mais il faut être plus malin que ça, Karine. Ah là 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 là, Karine. Il y aurait tout un cours à faire sur un CV, comment… comme nous, on est recruteurs, on sait ce qu'il faut faire en tant que candidat, le marketing du CV. Évidemment que si je mets pas l'âge, si je mets l'âge de mon bac,
la date de mon bac, j'ai l'âge du candidat. Ben, dans ces cas-là, mettez pas l'âge de votre bac. Et pourquoi vous mettez votre bac si vous avez un master? Est-ce qu'il y a besoin de marquer votre bac? Le lieu de votre bac et la date de votre bac. Est-ce que le recruteur, concrètement, des fois, je suis amusé, hein, des fois, on a des candidats par honnêteté ou par ignorance qui nous disent « Ah, bah, j'ai mis mon BEP, mon CAP, mon bac, mon brevet des collèges, mon diplôme de ceci, mon diplôme. » Ouais, mais est-ce que c'est pour ça que je vais vous recruter, enfin, en tout cas, vous recevoir en entretien de recrutement? C'est un autre sujet, Karine. Regardez nos vidéos. Je crois qu'il y a une vidéo où j'explique plutôt bien ça. Soit moi, soit Augustin, soit Florian, on explique plutôt bien ce sujet-là. Je vais essayer d'avancer parce qu'il reste 10 minutes. Donc, à faire en entretien de recrutement, poser des questions. Les bonnes questions sont les questions pertinentes et adaptées. Donc, posez-vous la question quand vous avez écrit vos questions. Est-ce qu'elles sont pertinentes et est-ce qu'elles sont adaptées? Pertinentes et adaptées, ça veut dire quoi? Pertinentes par rapport au poste. Encore une fois, je reviens à la loi sur le recrutement. Lisez ces lois, c'est L1221-6, 7, 8 et 9. Il y en a 4, mais il y en a une qui ne sera jamais appliquée, qui est la 7 de mémoire, parce que le décret sortira jamais sur le CV anonyme, encore que peut-être. Mais dans la 1221-6, je crois, c'est très clairement explicité. On vous dit l'évaluation doit avoir un caractère direct et nécessaire par rapport à l'emploi occupé. Donc, est-ce que la question que je pose a comme pertinence d'évaluer le candidat sur telle ou telle compétence, savoir, savoir-faire, savoir-être? Si c'est oui, je peux la garder. Si c'est non, je la modifie ou je la supprime. Adapter, parce que je ne peux pas avoir une série de questions toujours similaires pour tous mes postes. Oui, il y a des questions qui vont être similaires, mais mon questionnaire ne doit pas toujours être le même. Par poste, il doit être différent. Parce que je évalue des choses différentes selon les postes. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, hein, ce que je dis là, mais c'est simple. Hein. L'art de poser les bonnes questions, c'est simple. L'autre sujet, c'est la précision. Pi étant un chiffre très précis, pointu, posez des questions précises. Soyez pinailleurs sur les chiffres, sur la quantification. C'est souvent des bonnes questions de poser des questions et pour le coup, ce sont souvent des questions fermées. Quel était votre chiffre d'affaires développé? Combien il y a de salariés dans votre équipe, etc. Et là, vous allez voir que vous allez auto-éliminer les candidats parce que le candidat, plus c'est flou, plus vous devez vous méfier. Hein. Plus vous devez vous méfier. D'accord? Merci Bouchra. Oui, c'est logique et c'est du pragmatisme, hein, ce que je dis. Hein, c'est du pragmatisme. Voilà pourquoi on s'amuse avec ce titre de l'art de poser des bonnes questions, mais concrètement, il n'y a pas d'art de poser des bonnes questions. Il y a de la réflexion et de la logique. Mais ça demande du boulot. Ça demande du boulot. Il faut s'y impliquer. On ne fait pas des entretiens de recrutement comme ça. Alors, combien de fois, avec Stéphane, on voit des recruteurs qui nous disent « Ah ben, je vais recevoir le candidat lundi matin. » Alors, le lundi matin, ils sont contents. Hein, ils ont passé un bon week-end, etc. Tout se passe bien, etc. Et puis, ils en reçoivent le deuxième, ils le reçoivent le mercredi après-midi. Et là, catastrophe, le mercredi matin, ils ont eu une catastrophe dans l'usine. C'est l'horreur, la personne arrive en retard, etc., etc. Donc là, le pauvre candidat qui arrive derrière tout ça, il se fait démonter. Et à la fin, le recruteur dit « Ah ben, il est nul, ce candidat. » Et puis, le troisième, il le reçoit le vendredi. Ouf, c'est bientôt le week-end, il est détendu, donc ça va mieux. Et comme il y a un biais cognitif, j'ai entendu quelqu'un qui parlait des biais cognitifs dans le chat tout à l'heure, comme il y a un biais cognitif qui s'appelle l'effet de halo, qui veut que le dernier qui a parlé a raison, bah, le dernier candidat, il est mieux que les autres. Ah bah ouais, alors là, les bras m'en tombent en fait. Et combien de recruteurs fonctionnent comme ça en fait? C'est une catastrophe, mais juste parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils ne se sont pas posé la question, parce qu'ils ne se sont pas préparés. Dernier point à faire, puis après on vous donnera quelques secrets de recruteurs du Florent Mention Institut. Près de 50 ans, hein, on va fêter nos 50 ans en 2026. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui disait l'expérience fait la différence, bien sûr. Mais c'est pas que l'expérience, Stéphanie. Faut-il encore avoir l'esprit ouvert? L'esprit ouvert est connecté avec l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je crée mes questions, je reste ouvert sur mes questions. Et je ne vais pas rester dans mon petit monde à moi, mon petit univers à moi, parce que l'autre, il est différent de moi. Il faut que je l'accepte. Ben oui, le candidat, il ne connaît pas l'entreprise. Combien je vois d'employeurs, de managers qui posent des questions où le candidat, il n'a pas la réponse, puisqu'il n'est pas dans la boîte. Et forcément, il n'a pas la culture. On vous parle de culture, de valeurs, machin, bidule. Concrètement, quand vous lisez les chartes de valeurs et de culture des entreprises, est-ce que c'est ce qui va vraiment se passer dans la boîte? Pas vraiment. Donc, poser des questions comme ça aux candidats, c'est des questions fermées, même si ce sont des questions ouvertes dans les faits, c'est des questions fermées d'esprit.
Hein, et donc, effectivement, Jean-Denis dit suspension du jugement. Oui, il faut retirer sa subjectivité quand je crée la question et quand j'écoute la réponse. Il nous reste 5 minutes. Je vais très très vite. Je cherche à recruter un commercial prospecteur. Est-ce que aimez-vous la prospection est une bonne question, les amis? Il attend son client. On attend vos réponses dans le chat. Non. Non. Alors non. J'ai pas posé une bonne question. Et d'après vous, pourquoi? Non, c'est une question fermée. Eh oui, c'est une question fermée. Si c'est pertinent pour le poste, oui, peut-être, mais comme c'est une question fermée et suggestive, c'est une catastrophe parce que tout bon commercial va vous répondre « Bien évidemment, monsieur Douillère, bien évidemment ». Il va répondre que ça. Il n'aurait aucune autre réponse. Par contre, lui demander comment prospectez-vous, c'est pas mal comme question, mais c'est pas assez précis pour le coup. Comment prospectez-vous dans tel cadre? Parce que sinon, là, il peut nous faire de la circonvulation et il peut vous emmener là où il veut. Qui aime la prospection, nous dit Marie. Il y en a, franchement, il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment ça, c'est pas un problème. Il y a des gens pour qui c'est vraiment pas un problème. Une autre question qu'on peut poser, voilà, Philippe aime bien la prospection. Merci Philippe. Pour vous, l'argent, c'est utile, indispensable ou nécessaire, ou quel est votre rapport à l'argent? Moi, j'aime bien les deux. Simplement, dans la première, il va falloir demander pourquoi. Il va falloir rajouter et pourquoi. Si vous vous arrêtez à c'est utile, indispensable ou nécessaire, notre brave candidat commercial qui est malin, il sait que moins il en dit, mieux il se porte. Donc, il va éviter de vous répondre sur des kilomètres de réponse parce qu'il sait que vous aurez de la prise de l'information. Donc, il va vous dire c'est nécessaire l'argent. Voilà. Ça va être ni utile ni indispensable, ça va être nécessaire. Et vous allez avoir une surreprésentation du nécessaire. Voilà. Quel est votre rapport à l'argent? Ça peut être intéressant. Marie-Carmen aussi aime la prospection. Merci Marie-Carmen. Voilà, donc ça c'était juste un petit exemple. Notre premier secret de recruteur, il nous reste 4 minutes pour terminer. Tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, l'écoute. Respectez au minimum 2 tiers pour le candidat et 1 tiers pour vous de temps de parole, si ce n'est voire moins, parce que si vous n'avez que des questions à poser, c'est le candidat qui doit parler. Si tant est que vous ayez donné suffisamment d'informations en amont. Voilà pourquoi dans notre méthodologie de recrutement, on rédige une définition de fonction. Cette définition de fonction, elle est disponible au moment de la candidature. Le candidat, chez nous, il ne postule pas à une offre. L'offre, elle est juste là pour attirer le candidat sur la définition de fonction qui décrit l'entreprise avec le site internet des clients, etc., qui décrit le poste, les missions précises, etc., et qui décrit le profil que l'on cherche. Et après ça, le candidat, il postule. Et quand il a postulé, on ne s'arrête pas à ça pour s'assurer qu'il l'a bien lu. Avant l'entretien de recrutement, on lui renvoie la définition de fonction. Pour lui dire, monsieur, avant de prendre rendez-vous, regardez bien ça, si ça vous correspond, prenez rendez-vous ou pas. Et c'est pas grave si j'ai du désistement. Au contraire, jouons sur l'auto-élimination. Ce qui me permet lors de l'entretien de recrutement d'arriver, moi, à poser des questions et d'être en plus en écoute active que d'expliquer. Tiens, Stéphane, je crois que tu as un exemple sur le sujet. Oui, j'ai un exemple concret. À l'inverse, c'est-à-dire que j'ai un candidat, je le débriefe après son entretien et il me dit, écoutez, ça a duré 3 heures. Je lui dis, formidable, vous êtes resté 3 heures chez le client, donc c'est positif. Et il me dit, non, pas du tout. Je lui dis, bon, expliquez-moi. Il me dit, écoutez, sur les 3 heures, j'ai dû parler 5 minutes. Et le client m'a parlé de sa vie et de son œuvre pendant 2h50. Donc, le recruteur, dans ce cas-là, le client, n'a pas écouté, c'est ce que tu disais, n'a pas porté attention au candidat et il s'est gargarisé, il a vendu son entreprise et tout ce qu'il avait mis en place. Mais le recrutement, c'était quand même la finalité et rencontrer quelqu'un et savoir ce que fait cette personne. Exactement. Je vois qu'Elisabeth nous quitte. À bientôt, Elisabeth. N'hésitez pas à regarder le replay pour voir la fin. Vous l'aurez incessamment sous peu. Deuxième secret de recruteur, alterner les questions. Point trop de questions ouvertes, point trop de questions fermées. Une espèce d'alternance. Encore une fois, soyez dans la conversation, dans l'échange. Le troisième secret, c'est que l'entretien, c'est le jeu du poker menteur. L'entretien, c'est un des pires outils de recrutement.
Si on se limite à cet entretien-là, à cet outil-là, c'est courir à la catastrophe. Et je vais vous révéler un autre secret en même temps, c'est que le deuxième outil, le pire, sont les deux outils les plus utilisés par les recruteurs, sont le CV et l'entretien. Le CV, c'est du déclaratif. Il peut vous marquer ce qu'il veut. Et en plus, ils font du marketing de CV. Et l'entretien, c'est un acteur. C'est du show. Donc, un candidat bien préparé. C'était le cas de ce fameux Philippe Gaillard à l'aéroport de Limoges dans les années 2010, qui a été embauché en tant que directeur de l'aéroport de Limoges, qui aurait été encore peut-être, alors où je vous parle, directeur de l'aéroport de Limoges, si son ex-femme qui lui voulait du bien l'avait pas reconnu à la télé pour le dénoncer gentiment, parce que ce monsieur avait falsifié son CV en disant qu'il avait un diplôme de l'aviation civile et un passé de pilote de chasse ou je ne sais, un truc de ce genre-là. Et il a tenu 4 à 5 mois. Hein. Il a tenu 4 à 5 mois. Ça s'est fini par prison parce que c'était pas la première fois, il était en récidive. Donc attention, l'entretien. Donc voilà pourquoi, dans notre troisième secret, faites très attention à l'entretien, faites très attention au CV. Et donc notre quatrième et dernier secret, mais on l'a dit depuis le début, c'est de préparer l'entretien avec un guide d'entretien, avec une liste de questions structurées, organisées, en fonction du poste, du profil, de l'entreprise et donc du savoir-faire, savoir-être que vous allez chercher. D'accord. Donc voilà les bonnes questions. L'art de poser les bonnes questions, c'est l'art de bien se préparer avec une bonne méthodologie, avec un bon guide d'entretien. Vous y arriverez. Donc encore une fois, notre livre peut largement vous y aider. Voilà. Je crois que j'ai accéléré sur la fin. Merci beaucoup pour votre participation très active. S'il y en a certains qui veulent rester encore 5 minutes, avec plaisir pour vous poser répondre à quelques-unes de vos questions. 90% de préparation, 10% de transpiration. Oui, Philippe. J'aime bien les formules de Philippe. Hein. Merci pour les petits pouces, etc. C'est très sympa. Merci Stéphanie. Donc, n'hésitez pas à réagir, hein, pareil, à nous envoyer un petit mail ou à nous contacter sur LinkedIn si vous voulez continuer à échanger. Si vous avez des problématiques ou de formation ou de recrutement ou à acheter des livres avec très grand plaisir. On s'est bien amusé avec Stéphane. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus, Stéphane. Je pense que non, je pense qu'on a fait le tour. On a notre vision, mais c'est une vision qui est partagée par tout le monde sur l'art de poser des questions. C'est un échange, c'est de l'écoute. Et puis, il y a un impondérable. Je crois que quelqu'un avait marqué, tu l'as dit, hein, c'est le poker menteur. Ben oui, des fois, on se fait tous empapaouté par le candidat. Ça peut arriver, mais on essaye d'avoir un maximum d'indices qui nous permettent d'écarter les candidats qui nous semblent ne pas nous dire la vérité et être je réagis à 2 questions, Stéphane, je t'interromps parce que comme ça défile, je veux pas perdre les questions. Je vois Annabelle qui nous demande si on recrute en ce moment. Alors, si c'est pour travailler chez nous, on recrute des consultants freelance qui bossent pour nous sur un mode particulier, donc avec grand plaisir. Selon où vous vous trouvez, Annabelle, on recrute partout en France et je réponds un peu à la question de Stéphanie. Où êtes-vous basé? Alors, physiquement, je suis basé à Montpellier, mais on travaille partout en France. On a des consultants un petit peu partout et moi, je suis régulièrement sur Paris notamment, mais on travaille dans plein d'endroits, Stéphanie. Donc, on peut recruter un petit peu partout si vous avez besoin de nous. Pardon, Stéphane. Où est Stéphane? Stéphane, il est pas très loin. Pas très loin de Montpellier. Pas très loin de Montpellier. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour Free, pour être consultant chez nous? C'est ça, Christian? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Après, c'est chacun le vit comme il l'entend. On a eu nos plus vieux consultants. Alors, j'ose pas dire que Florian est encore un jeune consultant fringant avec nous, mais effectivement, Florian à 74 ans, je révèle son âge, je ne sais pas s'il nous écoute aujourd'hui. Il fait plus de missions, mais il est toujours à nos côtés. Nos plus vieux consultants qui sont partis l'année dernière avaient 64 et 65 ans. Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Et la seniorité chez nous est plutôt bienvenue. Vous voyez, tous, on a des tonsures. On fait partie des plus jeunes. Audrey, oui, consultante en logistique. Alors, pour faire du recrutement dans la logistique, Audrey, si c'est le cas, pareil, envoyez-moi un petit contact sur LinkedIn et puis on échange en privé derrière. Donc, avec grand plaisir. Karine,
ravi si on a donné des vocations, si c'est avec nous, avec grand plaisir. Et alors Raquel, j'ai pas suivi le début de la question parce que je vois il y a alumni TBS éducation. Ah, pour Florian, oui, Florian est un alumni de TBS. Effectivement, il a fait TBS, Toulouse Business School, comme Raquel d'ailleurs. Allez-vous annoncer d'autres webinaires prochains en dehors de… Oui, Céline, vous inquiétez pas. On a là une réunion cette semaine, la semaine prochaine. On fait notre réunion interne pour choisir les thèmes pour l'année prochaine. Si vous avez des idées de thèmes, pareil, vous nous envoyez un petit message sur LinkedIn. On est preneur de vos idées et on essaiera de le rentrer dans notre planning 2024. Mais sachez que une fois par mois, sauf en été en général, on fait un webinar de la même nature avec des thématiques très diverses sur le recrutement, le management. Bon, je crois que Stéphane, on pourrait ne pas s'arrêter parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de participants. Merci beaucoup pour votre suivi. On va vous laisser quand même parce qu'on a aussi, nous, des sujets à faire. Avec grand plaisir, encore une fois, merci. Envoyez-nous des petits messages sur LinkedIn pour qu'on continue les discussions, pour ceux qui ont des choses à faire. Et puis, à très bientôt au prochain webinaire. Stéphane, à bientôt. Merci, à bientôt à tous. Au revoir.